Ok, salut. Euh, J'allais faire un petit débrief de la session d'hier. J'ai pas eu le temps de la poster. Je voulais surtout aussi faire un débrief oral. Parce que l'Open s'est pas très bien passé. Du coup, je pense que c'était intéressant. Enfin, il y a quelque chose qui était assez intéressant à partager. Du coup, hier c'était jeudi. Mercredi, j'ai pas tradé. Donc, on va faire la débrief de la session de jeudi. Euh, Hier, c'était une journée un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'on avait on avait pas mal d'annonces. On avait l'ADP, les chiffres sur le chômage. On avait du PMI, l'ISM manufacturier. On avait également aussi, grosse news, les décisions concernant le plafond de la dette. Le plafond de la dette a été suspendu. Euh, Ce qui est une bonne nouvelle, mais qui en réalité n'en change rien. Entre guillemets, ça apporte pas vraiment de solution. Euh, ce qui s'est Euh, je vais regarder ce qu'il y avait beaucoup de news. Ça a envoyé un passion de l'emploi dans le secteur. Ok. Ouais, ça c'est pas bon pour les décisions sur les taux d'intérêt. Oui, donc il y avait ça. Et du coup, on a eu pas mal de mouvements à 15h30 avec un marché quand même assez équilibré, mais difficile à cerner. Je sais plus si je peux le mettre là. Ça, c'était ce matin. Ça paraît être simple, hein, comme ça. Mais c'était assez difficile. On a eu une fausse sortie ici, avec une grosse réintégration squeeze. Et moi, je me suis retrouvé dans tout ce bordel-là. Et j'ai pas pris le temps de me synchroniser avec le marché, ce qui fait que dès les 3 premières minutes de l'Open, j'ai perdu, je crois, 600 $. Du coup, j'ai fait une pause. On va voir ça juste ensemble après. Un open assez capricieux. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a pas mal d'opérateurs qui commencent à se repositionner. Alors, quand je dis opérateurs, c'est euh, des instituts, des banques institutionnelles, des family funds, des hedge funds. On voit d'ailleurs, je regardais ça tout à l'heure, sur Commitment of Traders. On a des market makers qui commencent à redistribuer toute leur liquidité, qui ont une nette exposition, qui commencent à tendre de plus en plus vers le short, ce qui est évident, puisque bah, on fait que grimper depuis des semaines. Petite baisse, mais globalement, le marché en daily, le marché en daily, il est haussier. Donc, euh, ça explique pourquoi les market makers sont exposés short. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est on a un regain d'intérêt pour les marchés futurs, ce qui va du coup probablement augmenter la volatilité, ce qui fait que va probablement falloir passer en micro la semaine prochaine. D'ailleurs, si on regarde, il y a un moment donné, il y a vraiment une période de creux. Voilà, c'était cette période à partir de début février jusqu'à la mi-mars, mi-fin avril. On a eu vraiment une baisse de volatilité sur les indices futurs. C'était assez léthargique, surtout sur le S. Et là, le S commence à reprendre un peu de dynamisme, donc potentiellement aussi le trader. Du coup, la session. Oula, calme-toi. Désolé pour la qualité, j'ai oublié de mettre en 80. Euh, En grand, on voit pas bien les niveaux d'ailleurs. Probablement sur YouTube, on les verra mal. Et je vais les donner à. De toute façon, on a l'information ici, au pire des cas. Du coup, il est 15h29. Voilà,
c'est open. Je vais laisser un peu l'open pour que vous puissiez observer la gueule que ça avait. En début d'open, j'ai souvent des petits. Je sais pas si ça vous fait ça sur le Jigsaw. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui regardent ça. Si vous utilisez Jigsaw, bien évidemment, ces petites latences, des petits bugs où le marché s'arrête. C'est très très désagréable. Ça froisse totalement la lecture dynamique en plus. Je cherche un nom. Je m'y suis pris un peu trop tard, je crois. Ah non, je me fais exécuter. Immédiatement stop. Vous voyez, aucun intérêt sur ce trade-là, c'est assez intéressant. L'autre fois, un de mes apprentis me posait la question pourquoi j'avais des stops si courts et parfois pourquoi j'avais pas de stop. Ça dépend de la situation, mais typiquement dans cette situation-là, on a eu un open, on voit sur le profil juste après. Et voilà. On voit que l'open il se situe entre 306,75 et 280. J'arrive pas à lire, malheureusement, je n'ai pas la bonne définition. 285, un truc comme ça. Et donc, du coup, moi ici, ce que j'essaye de catcher. Ah, je me suis trompé, pardon. Où est-ce qu'il est notre long là? Pourquoi là, j'essaye de rentrer short? Bah, je suis passé sur un. On va reprendre depuis le début. Ah, voilà, je cherche mon long. Oui, voilà, à l'open, on essaye de catcher des mouvements. Très souvent, si on se fait exécuter et que ça part contre nous, il n'y a vraiment aucun intérêt d'aller mettre plus de 5 points de stop. Même 5 points de stop, ça me paraît presque délurant. Puisque nous, ce qu'on va vraiment chercher, c'est à prendre des points de réaction où le marché va réagir très rapidement et partir dans notre sens. En fait, si ça part pas dans notre sens, quel est l'intérêt directement quel est l'intérêt de rallonger son stop? Le stop, il est rallongé uniquement quand on est en train de travailler une zone, mais là on ne travaille pas une zone, on travaille des points de contact. C'est pour ça qu'aussi des fois on ne met pas de stop sur le Nasdaq parce qu'on travaille des zones et si les zones on les scale et on décide de faire plusieurs entrées et rentrer son maximum position sur une zone, et bien stop. Je continue à vouloir long ce marché qui fait une pression baissière. Je refais stop encore une fois. Okay, voilà, la preuve parfaite enfin l'exemple parfait quand on est désynchronisé du marché. Quand on rentre short, quand on rentre long, ça short et quand on rentre short, ça long. Alors ici, j'ai pas mis de stop. Pourquoi j'ai pas mis de stop et que j'ai pas coupé la position rapidement? Parce qu'en fait, j'envisageais de la travailler. Voilà, j'essaye de rentrer.
On était sous ce POC, sous le POC de l'Open, on avait une pression qui était baissière. Vu la gueule de l'order flow à ce moment-là, je pense que j'ai envisagé une pression baissière où on allait chercher encore plus bas. Et d'ailleurs, je sais pas si. Alors, 52. C'est vrai qu'on allait chercher vraiment les bas du profil Globex. C'est de la spéculation, mais on fait que ça. De toute façon, 3,52. On a été. Et du coup. Et donc j'avais pour idée de scale mon entrée, améliorer mon PRU et partir charger avec 2 ou 3 lots. Moi, les 3 lots, c'est mon exposition maximum sur ce compte-là. Pour aller chercher justement ces bas de Globex et faire un très beau trade. Cette méthode-là, je l'adore parce que du coup, on se retrouve avec de super runners qui nous font quasiment parfois la semaine. Mais vu l'accélération qu'on a eue à la fin, j'ai décidé de couper parce que j'avais peur qu'on traverse POC et c'est pas hyper full rationnel hein, ce trade, mais c'était plus du. J'étais pas du tout en confiance en plus avec ce qui venait de se passer en 3 stops d'affilée. Donc là, c'est une petite paume, ça fait mal. Du coup, j'essaie de rentrer là où je voulais scale. Ah, c'est vraiment dommage. On voit bien que je suis pas hyper totalement confiant dans ce que je fais parce que je pose mon prix et bam, j'ai du FOMO, je veux absolument rentrer pour prendre le retour. Ce qui est vraiment dommage parce que vaut mieux ne pas être exécuté et attendre d'avoir le meilleur prix même si on n'a pas une différence qui est énorme. Plutôt que de rentrer, de courir après, rentrer en FOMO. Et des fois, c'est justifié de rentrer en chassant le Nasdaq, parce que si on le chasse sur un range de 5 points, c'est pas grand chose quand on sait que potentiellement il peut nous en offrir 20 ou 30. Là, petite entrée. Pourquoi je rentre ici? Parce que je vois aussi que dans le tape, on a eu une lampée d'ordre, Nasdaq qui sont passés à l'achat, qui se sont fait bloquer sur cette même zone 84,50 sur 2 ticks, ce qui est relativement important, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement soit un market maker qui offre trop de liquidité à cet endroit-là, soit qu'il y a un opérateur qui se positionne en limite, et moi je veux toujours rentrer avec les limites, pas avec les acheteurs ou vendeurs agressifs, puisque c'est les traders les moins informés. Donc, non, c'est moins intéressant. Donc je me fais exécuter. Et là, il se passe un truc qui est génial. Donc juste avant, je crois, une paume de 200. Attendez, je vais essayer de retrouver le. Je vais mettre pause, je vais essayer de retrouver le screen le track record. Oui, du coup c'est bon, j'ai retrouvé le screen. Du coup, nous on en est. Ça, c'était des petits trades que j'avais passés juste avant, sans Du coup, nous on est premier trade stop, deuxième trade stop, troisième trade stop. Et du coup, la paume, moins 245, là ça fait mal parce que c'est vraiment le genre de perte que je souhaite pas avoir. Ça défonce mes ratios, ce genre de perte. Ça arrive, ça fait pas. Et 15h33, j'ai mon super runner qui fait super entrée qui me fait sous le puck qu'on est en train de voir. Il fait 44 ticks dans mon sens. Et c'est justement à ce moment-là que je décide de prendre une grosse pause puisque ça va pas. On
Donc là, j'ai cette idée de scale, donc en fait de rajouter un lot dans la position, elle est bonne, mais je le fais mais au pire endroit, vraiment. Ça se voit que ici je suis euh, dans un mindset de euh, potentiellement compenser les. Je pense que ça se fait aussi de manière inconsciente parce que ici je voulais quand même le scale parce que c'est une bonne idée de scale. Malheureusement, scaler à la limite pour que ce soit bien fait, il faudrait essayer de scaler ici, rentrer son deuxième lot là quoi. Ah bah, c'est là où je place mon stop. Donc j'ai un trade qui part vraiment bien dans mon sens et je le ruine avec un scale ou placé sur un bottom de mouvement où le marché s'arrête, ce qui prouve que voilà, je suis pas à ce moment-là rationnel. Je suis peut-être un peu, même sûrement un peu secoué par ces moins 245 juste avant. Et puis en fait, surtout la séquence qui est juste affreuse. Quoi. 15h31, 15h33, je suis à moins 600. Donc voilà quoi. Ah, c'est pas un open, on traite pas les open pour que ça se passe comme ça. Quoi. Donc je prends une pause normalement et là on se retrouve, il est 15h49. Je vais pas débrief toute la session, parce qu'après il y a pas mal de scalps sans réel intérêt. Le débrief il a plus pour intérêt de partager le fait qu'il est important, mais même essentiel, c'est même pas important, c'est essentiel de faire des pauses quand vous avez des séquences négatives. Ici d'ailleurs même, j'aurais dû faire une pause ici là. Au troisième trade où je me prends un stop, où j'ai vraiment aucune réussite, on voit que bon après les MAE, MFE sont pas corrects sur Jigsaw, c'est toujours un peu le bordel. Donc des fois ils sont juste au tick près, des fois c'est n'importe quoi. Mais bon, globalement ici on veut bien le croire, hein, ça doit être à peu près ça. J'ai pas eu de draw up, quasiment pas. Quasiment que du drawdown, donc ça veut dire que je suis complètement désynchronisé du marché. Donc en fait à 15h32, je dois tout simplement aller faire une petite pause de 5 minutes. Et franchement ça paraît rien, mais en 5 minutes vous avez le temps de reprendre vos esprits, de faire un petit exercice de respiration pour vous refocus. Euh, Tout simplement vous désynchroniser du marché dans le sens où vous cassez un peu cette désynchronisation que vous avez. C'est pas très clair, je sais, pardon, mais globalement, je pense que vous avez compris. Et donc, en 5 minutes, vous revenez tout frais comme s'il ne s'était rien passé avant. Et vraiment, en 5 minutes, vous avez le temps d'oublier ce qui s'est passé et de ne pas rentrer dans ces automatismes euh, de comeback de ce que vous avez perdu, de reprendre ce que le marché vous a pris. Euh, Vraiment en 5-10 minutes, alors ça va dépendre des individus, hein, et, euh, mais normalement en 5 ou 10 minutes, vous avez vraiment le temps de reprendre vos esprits et revenir tout neuf. Et pour preuve, je reviens justement 7 minutes après. Donc là on est sur les bas de. Sur la VL de la session Globex. Alors, pourquoi j'essaye de passer immédiatement. L'échange juste avant, je vais l'expliquer mieux par rapport à cette histoire de pause. C'est important de comprendre aussi que pendant les séquences négatives où vous accumulez de la perte, si vous commencez à vous sentir impacté par ce qui vient de se passer, par le fait de perdre, ou potentiellement peut-être un peu de tilt qui arrive, peut-être un peu de détresse, peut-être un peu de tristesse, ça en général ça peut venir après, mais quand vous commencez à sentir ça arriver, utilisez vos émotions comme un indicateur de
je ne suis plus à même de prendre des décisions logiques, puisque quand on rentre dans l'émotionnel, vous le savez déjà, je pense très bien, on finit par déclencher des automatismes de survie, et on se met donc en mode automatique. Et ce mode automatique, c'est la pire des choses que vous pouvez avoir sur les marchés, puisque en fait, ça va vous empêcher totalement d'être rationnel et de prendre des décisions logiques. Tout ce que vous prendrez, ce seront des décisions complètement aléatoires, dans le but de récupérer de l'argent. Donc en fait, tout ce que vous ferez, ça sera globalement faire des pile ou face, même pire, en fait, des pile ou face où vous avez 2 chances sur 3 de gagner. 2 chances sur 3 de perdre, puisque justement vous allez à chaque fois prendre des mauvaises décisions, puisque vous allez les prendre dans la colère, dans l'émotionnel. Donc quand il y a émotionnel, il y a irrationalité en permanence. Euh, donc c'est évidemment très mauvais, sachant que il est important d'agir avant, en prévention, faire de la prophylaxie avec les émotions, et utiliser les émotions comme un indicateur, donc faire en sorte que les émotions soient vos alliés, non vos ennemis, puisque quand vous basculez dans ce mode-là où vous êtes vraiment dans l'émotion et où vous avez de la volatilité émotionnelle, vos émotions vont complètement annuler, euh, shutdown, on va dire, la partie rationnelle de votre cerveau, la partie qui gère le côté, l'aspect rationnel de votre esprit. Et en fait, vous serez juste incapable, quoi. Vous aurez l'impression d'être capable, et de vous concentrer sur les bonnes choses, et tout, etc. Mais comme vous serez dans l'émotionnel, vous serez juste incapable d'être rationnel, donc vous ne pourrez rien faire de bien. Et c'est à ce moment-là où vous êtes votre pire ennemi. Donc, faire de la prophylaxie, c'est important. Et à partir du moment où vous sentez que vous tombez dans ces mécanismes-là, ces émotions-là, tout simplement, vous arrêtez 5 minutes, vous avez juste 5 minutes à attendre. Faire un tour, aller vous faire un café, regardez par la fenêtre, passez un coup de fil, peu importe, faites ce que vous voulez, mais juste vous ne touchez pas oui, du coup là c'est intéressant quand même, parce que j'essaie de me positionner short sur pour prendre ce petit mouvement, potentiellement break de VAL, ça se tente, petit pour, pardon, stop très court, je vais y arriver. Et là du coup je passe immédiatement en long, pourquoi? Puisque on voit qu'à 15h39 et 25 secondes, on a un bloc d'ordre d'à peu près 70 ordres, 70 vendeurs agressifs qui sont rentrés au marché et qui n'ont absolument pas fait bouger le marché, sachant qu'on a à peu près 8, 7, 6, 9, donc une grosse moyenne de 8 contrats par niveau. Là on a du 10, du 22, du 11, là on a du 17, du 11, bon, allez, on va dire une dizaine de contrats par niveau en moyenne. Et ici le marché n'a pas bougé, il n'a rien fait du tout. Enfin, même pire, on voit que ces ordres-là, ils ont été exécutés sous le prix voulu, donc ça veut dire qu'en gros, le marché a décalé quelques ticks, il a absorbé toute la liquidité, mais on voit qu'il a absorbé la liquidité sur 22, 50, 80-50, donc sur 2 points. Ce qui est vraiment ridicule pour la quantité d'ordres passés. Là, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont passés, qui sont rentrés sur 2 points. Le marché ne fait rien. Donc là, c'est pour ça que je chase le Nasdaq. Là, je vais sécuriser assez vite normalement. Et du coup, on a un joli runner qui nous permet de reprendre confiance. Voilà,
la sortie est pas top, mais le marché en ce moment sur le Nasdaq est de plus en plus volatile, ce qui fait que. Ah, il est 15h25, je vais bientôt y aller pour faire l'open. Ce qui fait que on a vraiment du mal à extraire de l'argent des mouvements, puisqu'on a vraiment des allers-retours qui sont hyper désagréables et qui nous empêchent parfois de prendre complètement notre PNL. Une très mauvaise séquence, mais vraiment cette journée-là, c'était vraiment pas ma journée. J'ai eu beaucoup de chance là, c'est de la chance. Je vais pas dire que c'est du skill de plaçage d'ordre. Je sais que globalement c'est un de mes edges de bien placer mes ordres, mais là, pour le coup, c'est de la chance. Mais bon, on a du mal à extraire de la valeur des mouvements qu'on arrive à capter sur le Nasdaq, ce qui fait que c'est hyper dur de bien close ces positions. Et du coup, sur cette session-là, je crois que j'ai fini à peu près à BE, je vais être à break-even sur cette session, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que j'ai fait du moins 600. Je crois que je fais plus 200, et avec les frais, je m'en sors à une centaine de dollars. Oui, c'est ça. Et vous voyez que ici, encore une fois, on a un marché qui part directement dans notre sens et puis après il commence à revenir, il donne des indications de potentiellement venir taper notre BE, donc on va couper, on n'ose pas spécialement réinvestir notre PNL plus tard, et puis bon, au final l'idée était très bonne de shorter la VH ici, euh, sans vouloir être résultat oriented, même plus que très bonne. Ça c'est. J'essaie de rentrer. Je vais y aller parce qu'il est 15h28 et c'est l'open. Si vous le souhaitez, je pourrais mettre la session au complet pour les 12 minutes qui restent, mais c'est pas intéressant que ça. C'était pas mal de mauvaises entrées en réalité. Il y a eu quelques jolis trades, mais c'est juste mes ratios qui me sauvent sur cette session-là. Donc voilà, je vous dis à plus et il faut que je fonce pour l'open.